Au Togo, la campagne électorale pour donc la présidentielle du 22 février dans sa dernière ligne droite, plus que 3 jours, c'est le jeudi prochain que s'achève cette campagne. Nous allons continuer de prendre le pouls de la situation sur le terrain, mais je voudrais peut-être avant, puisque ce débat aussi fait partie de celui de la campagne, évoquer donc la question, cette question qui s'est invitée véritablement dans le débat, la question du financement public de cette campagne. Dans un décret pris par le gouvernement il y a quelques mois, eh bien, on évoquait le décaissement de ces fonds pour soutenir la campagne. Chaque candidat, puisqu'ils sont 7, doit recevoir un peu plus de 42 millions de francs CFA. Mais à l'heure où nous parlons, aucun des 7 candidats, Ambroise Mondjo, n'est entré en possession de ces fonds. Est-ce que vous pensez que ça a un peu, pas terni, mais un peu réduit l'ardeur de la campagne? Oui, je crois que ça a eu un impact certain sur la campagne par rapport aux autres candidats, aux 6 autres candidats qui en principe devaient avoir les fonds pour pouvoir s'assurer d'un programme alléchant à l'endroit des populations sur toute l'étendue du territoire. Malheureusement, ces fonds n'ont pas été versés selon ce que nous avons eu comme information, même si les décaissements ont été faits. On dit que les décaissements ont été faits vendredi, mais il y a une question de procédure. La question que je me suis posée, tout l'armada de mobilisation, de tout ce que le parti uni a mobilisé autour de Faure Gnassingbé, qui est le candidat de ce parti et qui est le président sortant, qui passe pour un 4e mandat, est-ce que cette question de procédure est passée aussi à ce niveau? C'est là, moi, ça me pose un problème. C'est comme s'il y a une méchanceté. C'est méchant. Vous avez tous les moyens, même les hélicoptères, c'est pour l'État, c'est pas pour Faure Gnassingbé. Non, le Primo a dit que c'est l'hélicoptère, c'est le parti. J'ai cru lire ça, que c'est le parti qui l'a acheté. Le parti. C'est ce que j'ai lu, en tout cas. C'est l'argent du pays. Donc, tout ça là, il faut être de bonne foi. Soit on est de mauvaise foi, on ne veut pas aider, c'est pas aider, on ne veut pas respecter la loi, parce que c'est vous-même qui vous êtes donné cette loi-là. C'est une loi, et c'est dans le code électoral. Donc, quand vous vous êtes donné cette loi, il faut respecter la loi. Donc, s'il s'agit des autres, eux, ils font tout pour ne pas respecter la loi. Mais quand il s'agit des lois respectées par les autres, ils font tout pour taper sur la table pour que les gens respectent ça. C'est méchant. Et ça va se retourner contre eux demain. Demain, eux aussi vont se retrouver dans l'opposition. Ils vont vivre la même scène. Donc je dis que c'est méchant. Vous allez voir que certains candidats ne se sont pas... Non, ils ont même dit ça. Tchassona, avec Tchassona Traoré et Gogué, on dit ça. Ça les a fragilisés, même les tricots. C'est peut-être 12 personnes qui ont porté les tricots au niveau de du professeur Gogué. Bon, c'est une façon de parler. Oui, sincèrement, c'est réduit. Et ça paraît pitié, quoi. C'est comme si vous voulez devenir président, non? Vous-même, vous devez avoir des moyens. Vous pensez que les gens, ces opposants-là, vont avoir des moyens? D'abord, on a brûlé le marché. Et si on soupçonne même les femmes de financer l'opposition, le marché n'existe plus. Maintenant, ils vont trouver l'argent où? Si eux, ils ont des entreprises qui doivent fleurir, les impôts arrivent pour les mettre au Niouf. C'est clair. Donc, même au sein du Parti uni, les gens ont des milliards qui ne peuvent pas débourser pour construire même un bâtiment. Tu as trouvé l'argent où? Tu veux devenir président? Donc, c'est la mentalité-là qui assaille le corps du pouvoir, mais le jour où ça va tomber beau là, la scission sera terrible. D'accord. Credo, je l'ai dit, ce sont les 7 partis qui se retrouvent dans la situation, mais quand on regarde très bien sur le terrain, c'est plutôt même si Christian Trimois dit que Unir également est pénalisé parce qu'il y a un certain nombre d'activités qu'ils auraient pu faire, qu'ils n'arrivent pas à faire. Ceux qui observent disent que ce n'est pas avec 42 millions que Unir s'est acheté son hélicoptère. Donc, eux, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Oui, donc la question que je me pose, donc je voudrais que vous m'aidiez à comprendre. Est-ce que UNIR a acheté l'hélicoptère à la veille de l'élection présidentielle? Ça, donc, moi, j'en sais rien. Donc. Oui, je n'en sais rien également, mais je suppose que ça a été un investissement à long terme. Donc aujourd'hui, si UNIR dispose, selon ce que le ministre Trimois a dit, d'un hélicoptère, donc c'est qu'ils se sont pris assez tôt, donc ils ont trouvé les moyens financiers pour investir là-dedans. Mais concernant la non-disponibilité encore pour les 7 candidats des fonds à décaisser, ce qui a été un décret, donc je dis, il va falloir que les choses se décantent, se pressent du côté de l'administration des finances. Parce que nous avons dire également que c'est le ministre, en fait, le ministre de l'administration territoriale,
qui doit introduire la demande de décaissement et qu'il se serait posé un petit souci administratif. Maintenant, avec l'apport de mon cher ami Ambroise, si les papiers sont partis, donc une chose est d'envoyer le papier dans le circuit, mais une chose également est d'activer, disons, les rouages du Trésor afin que les fonds soient réellement mis à disposition. Ce que nous pouvons souhaiter, il ne faut pas que ça traîne, que ces fonds ne soient pas versés aux 7 candidats après la campagne, parce que les fonds-là devraient servir à organiser la campagne. Donc, ce sont les 7 candidats qui sont pénalisés parce qu'aucun d'eux n'a reçu ce financement-là. Donc, il va falloir que... en fait, ce n'est pas une quête, ce n'est pas une aumône. Ouais. Donc, ça a été décidé et on doit leur verser ces fonds-là. Donc, les 5 candidats ou leur état-major devraient entrer en possession de ces fonds. Mais si on ne fait pas diligence pour mettre ces fonds à disposition, donc ce n'est pas du tout bien et ça n'honore pas l'administration financière de notre pays. Donc, il va falloir qu'ils fassent diligence, qu'ils prennent des mesures assez rapides pour que d'ici demain, qu'on ait cette bonne nouvelle qu'au moins ils sont entrés en possession de ces fonds dans les premières heures de la seconde semaine de campagne. Sinon, ce n'est pas bien. Et là, également, il faut interroger le ministre de l'Administration. Si c'est lui qui doit introduire la requête, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été prévoyant pour introduire la requête à temps? Donc, je ne voudrais pas qu'on prête des intentions à qui que ce soit. Nous déplorons cela, mais il faut encourager la machine de décaissement à ce que cela soit fait rapidement. Alors, parce que, Ambroise, quelle que soit la raison qu'on évoquera cette fois-ci, je pense qu'en 2015, ces fonds étaient disponibles dès le début de la campagne. Tout à fait, et ça a été bien fait. Et je me rappelle, certains candidats sont allés même chercher ça immédiatement. Parce que quand la loi dit qu'il faut financer la campagne des partis qui participent ou des candidats qui participent à l'élection présidentielle, je crois qu'il va falloir passer par le respect de la loi. Il ne faut pas se targuer à le faire, parce qu'en le faisant, surtout qu'il y a un candidat du pouvoir qui est dans le jeu, qui a toutes les manettes, toute la machine, tout l'argent, qui est déjà, lui, le papa a laissé des milliards, lui-même il a des milliards, et l'argent de l'État est là, toute la machine de l'État, du fonctionnement même de l'administration, les fonctionnaires publics sont mis à la disposition du chef de l'État sortant, les cadres les cadres unis sont là et les cadres de l'administration aussi sont mis en... Parce que quand tu ne sors pas pour le faire, tu ne viens pas avec nous, et quand tu ne prends pas, tu as des problèmes. Moi j'ai vu ça, plusieurs m'ont dit ça. Ils ne sont même pas de cœur avec ça, mais ils sont obligés d'y aller. Et un m'a dit que si jamais je n'y vais pas, après les élections, ce serait compliqué pour moi. Donc c'est vous dire qu'en réalité, c'est une question du respect de la loi. Nous, on ne tient qu'à ça. Pour le principe, ne serait-ce que le principe. Si le principe est acquis que c'est la loi qui décide de financer les candidats, il faut leur donner l'argent pour que le jeu soit équitable. Ici, par exemple, Kedo me dit, par exemple, que les 7 candidats sont pénalisés. Sur le papier, c'est vrai. Mais dans la pratique, Faure Gnassingbé n'est pas pénalisé. Faure Gnassingbé, lui-même, il s'est mouillé le maillot et il est allé dans les champs de coton. Tu as vu ça? Bien sûr. Tu l'as une fois vu déjà fait ça? Non. Et Faure Gnassingbé qui ne s'est jamais prêté au jeu des femmes, dans l'embrasser, dans toutes les localités, au moins les femmes ont des photos comme quoi j'ai embrassé le président. Donc c'est pour vous dire que la peur... C'est pas un reproche que vous lui faites. Hein. Non, c'est pas un reproche, c'est bien fait même. Mais c'est la peur qui est passée par là aussi. Je venais de Djolo le samedi. Djolo, c'est dans la veille. Oui. En venant, il y a au moins 4-5 checkpoints de militaires. Et c'est comme nous sommes en état de guerre. Non, c'est pas mauvais non plus. Non, c'est pas mauvais. C'est rassurant quand vous rentrez, vous rencontrez des militaires qui fouillent votre véhicule et tout. Non. Ils sont très courtois. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Non, je n'ai rien à reprocher aux militaires. Mais ce n'est pas le moment de sortir les militaires. Vous avez peur de quoi? Ça crispe même les électeurs. En voyant ça, les gens ne vont même pas aller sortir. C'est fait dessin. Moi, il y a un monsieur qui me dit, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas du gratuit. C'est pour d'abord psychologiquement terroriser les gens à ne même pas sortir. Tu vois? Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, on a peur de quoi? C'est les frontières qu'on sécurise. Nous sommes en plein Togo. Mais j'étais à Uri, j'ai demandé, mais eux ils font leur travail. Mais nous ne sommes pas en guerre. On va faire juste une élection. Ça veut dire que les gens ont peur même d'être battus à plate couture. Il faut mettre les garde-fous pour qu'il n'y ait pas de contestation. On prévoit même les candidats. Donc c'est dire que les fonds là qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, je félicite les candidats qui sont débrouillés, comme Jean-Pierre Fabre et Adoumé. Ils sont partis depuis le nord. Ils ont fait tout le parcours.
Pratiquement, Je pense que Agbemé lui l'a fait dans le sens. Fon Asimbe, à quelques différences près. Je vous dis que les deux candidats là, ils ont à féliciter. D'accord. Fon Asimbe, lui, je n'en parle pas parce que c'est lui qui a les moyens. Mais il est candidat aussi, donc il faut le féliciter. Il est candidat, mais il a pris au moins sur les 10, il a pris 7 des moyens. D'accord. Credo? Oui, non, j'espère que j'aurai le même temps de rassurez-vous. Non, mais moi, je ne voudrais pas aller à partir des intentions prêtées à qui que ce soit. Nous parlons de la non-mise à disposition de ces fonds à la disposition des 7 candidats. Nous avons déploré donc que la machine de l'administration financière n'a pas bien joué sa partition. Maintenant, cette machine est devenue très curieuse parce que, on le disait, en 2015, ça a été très prompt et puis maintenant... On dit il y a les formalités et tout de décaissement. 2015, ça a été très accéléré. Hein? Non, cela ne voudrait pas dire qu'en 2015, il n'y avait pas eu les formalités. Oui, mais ça a été fait plus tôt. Oui, ça a été fait avec diligence. Donc, si ça n'a pas été fait, c'est ce qui fait l'objet de notre discussion aujourd'hui. Donc, le fait même que nous ayons relevé cela, ou bien que l'opinion en a parlé, donc la leçon doit être apprise pour ne plus tomber dans la même erreur. Mais là où je ne voudrais pas qu'on y aille, c'est de prêter des intentions. Un parti politique qui veut aller conquérir le pouvoir doit se donner les moyens. Au-delà de la vision et de la mission, donc il faut avoir les moyens de sa politique. C'est là où je voudrais féliciter tous les candidats. Parce qu'aucun d'eux n'a entendu les près de 43 millions avant de se lancer à la conquête des électeurs. Donc ça, c'est déjà un point positif à répartir sur tous les candidats parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec leurs moyens de bord. Maintenant, lorsque vous êtes un parti politique constitué, vous avez une vision. Lorsque vous avez une projection, c'est que vous devez également mettre de côté les moyens. Ce que nos partis ne font pas, et à la veille des élections, on se campe seulement au financement de l'État et autres là, même si on sait. Nous savons que ce qu'on leur donne, ce n'est pas ça qui va couvrir la totalité des dépenses. Peut-être que c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Parce que si on me dit qu'un parti, le parti de l'ANC, va faire 2 semaines de campagne avec 43 millions, mais moi je vais dire non. Même s'ils sont des magiciens, ils ne peuvent pas tenir dans ce budget. Donc ils doivent excéder. Donc c'est dire qu'il y a d'autres apports au niveau de tous les états-majors de ces candidats-là. Mais ce n'est pas l'occasion pour essayer de jeter l'opprobre sur un candidat dont le parti a les moyens de sa politique. Le parti a les moyens de sa politique aujourd'hui, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils se sont levés aujourd'hui pour se constituer une certaine réserve pour pouvoir prospérer sur le terrain et autres là. Donc là, il y a également la question qu'a abordée mon cher ami Ambroise, la question de la sécurité. En matière de sécurité, il y a l'aspect extérieur, l'aspect intérieur. Moi, disons, les cordons sécuritaires que nous avons sur nos routes ne nous dérangent pas. Moi, ça me rassure plutôt. Ça me rassure parce que ce n'est pas parce que nous sommes en période électorale qu'on doit négliger l'aspect sécuritaire même du pays. Oui, mais ce que dit Ambroise, il me semble, c'est aussi la présence de militaires à l'intérieur comme ça, alors que c'est un travail dévolu à la gendarmerie et à la police en temps normal. Oui, les militaires, vous les verrez dans les poches d'entrée du pays. Non, c'est pas ça que moi j'ai vu. Non. Ils sont en plein. C'est-à-dire que ils ont laissé les frontières. Qui va à Djolo, par exemple. Oui. Oui. Avant Babadja. Djolo, le village Djolo est frontalier. Djolo est frontalier, mais oui, Abadja. Oui, Abadja. Oui. Mais Abadja aussi, derrière Badja, donc vous pouvez retrouver le Ghana. Non, cela ne voudrait pas. Même si vous allez là où on vend du côté de Badja, il y a toujours ce cordon sécuritaire. Non, il y a maintenant, ils ont multiplié. Oui, s'ils ont multiplié, nous ne savons, vous et moi, nous ne savons pas les alertes sécuritaires, les menaces qu'ils ont reçues. Chacun doit jouer. Non, s'il te plaît, est-ce que je peux parler parce qu'on a fait un gentleman agreement. Si ce n'est plus à respecter, je peux aussi adopter cette posture. Non, c'est à respecter. Ok, merci pour la précision. Je vous le signale. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas des spécialistes des questions sécuritaires. Donc, je ne voudrais pas me hasarder à critiquer les dispositions sécuritaires qui sont posées. Parce que, oui, on peut le devenir, mais aujourd'hui, vous et moi, nous ne le sommes pas. Je ne sais pas si tu l'es, si tu as ces potentialités-là. Si tu les as, je te les respecte. Mais moi, je dis, nous sommes en période électorale. Je ne pense pas que
strictement, ce cordon sécuritaire de fouille est destiné est destiné à intimider qui que ce soit. D'accord. Donc ça doit nous rassurer beaucoup plus que les dispositions sécuritaires sont prises. Maintenant, vous l'avez effleuré tantôt, en termes de visibilité même dans cette campagne, on a plus l'impression de ne voir que 3 candidats. Oui, c'est ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure. Cet après-midi, entre 10h et 14h, je ne sais pas si Faure Gnassingbé est finalement arrivé. Au niveau de franciscains, l'UNIR a organisé un grand meeting à Idogomé, là-bas. Vous allez voir que dans le dispatching des rôles et dans le schéma de répartition, vous allez voir que c'est l'UNIR qui prend le gros morceau par rapport aux affiches, aux meetings, aux multiplications de meetings. Et ça, c'est normal par rapport aux cadres qui sont déployés partout. Même ceux-là qui ne sont pas dans l'UNIR sont obligés d'être dans le jeu. Je viens de le dire. Maintenant, au-delà de l'UNIR et de son candidat, il y a des candidats qu'il faut féliciter, je l'ai dit. Jean-Pierre Fabre. Et c'est bizarre. Quand on dit que le monsieur est populaire, ce n'est pas du chocolat. Il faut le dire, il faut le voir sur le terrain. J'ai suivi des médias étrangers qui l'ont dit, qu'il est populaire, il est populaire. Et quand sur le terrain, tu vas remarquer que le monsieur, effectivement, est populaire. Et moi, j'ai toujours dit que la popularité ne doit pas être aussi une raison de ne pas suivre ce que les gens vous font comme des critiques. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Agbéomé Kodjo, de même. Agbéomé, avec l'appui de certains partis politiques, surtout de Monseigneur Kodjo, quand il rentre dans un milieu, j'ai l'impression que c'est... Comment on peut dire ça? Je ne sais pas, hein. C'est un messie qui est arrivé. L'un de moi, l'idée de qualifier quelqu'un de... C'est ça, les images sont là, les vidéos sont là. Donc, c'est dire que, tout simplement que les gens ont soif de l'alternance. Et je suivais RFI ce matin, dans un débat, le monsieur, il a clairement dit que même un fou peut battre Faure Gnassingbé, à flat couture. C'est quand même exagéré de dire non, juste, ce n'est pas une insulte à l'endroit de qui que ce soit. C'est juste dire que les gens sont fatigués du même régime et du même système. Et il y en a qui sortent aussi le nom. Donc aujourd'hui, Faure Gnassingbé a 3 problèmes à régler. Problème de nom, problème de clan et de système. S'il arrive à se sortir de ça, les Togolais vont applaudir. En même temps, vous savez, moi je m'appelle Niaoui, c'est pas un crime, hein, il s'appelle Gnassingbé. Son papa s'appelait Gnassingbé, c'est pas un crime. Non, tu as ton problème de Niaoui, ça n'aurait aucun problème électoral. Non, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de délit. Il n'y a pas de délit de nomination. Non, justement, on ne parle même pas de nom. Hein. Mais vous l'avez dit, qu'il a 3 problèmes. C'est que c'est Adema qui a donné l'enfant. Cet enfant-là, c'est Faure Gnassingbé. Oui. Et Adema fait 38 ans, qui est déjà contesté par les gens, et que son fils vient faire 15, et qu'il va encore faire 5. C'est ça là où se trouve le problème. Personne n'a rien contre Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé disait au lieu de quitter le pouvoir, je vous dis qu'il n'y a aucun problème avec. Mais il faut que le système puisse être démantelé pour qu'on puisse avoir une démocratie véritable et réelle au Togo. C'est ça qu'on organise des élections. Alors là, dit, c'est 3 qui sont très visibles, vous l'avez observé aussi. Les 4 autres, ils font quoi Non, je crois que les 4 autres aussi font campagne, donc ils se cherchent. Mais je dirais, dans les 3, il y a un favori, il y a 2 autres qui... les outsiders? Non, 2 autres qui se battent pour la meilleure 2e place. Donc, allez voir. Donc, c'est les 2 plutôt qui iront au deuxième tour. Non, je n'en conviens pas. Je ne suis pas un devin, cher ami. Si tu as les qualités de devin, moi, je ne les ai pas encore. Mais je fais des analyses par rapport à ce que je vois. Donc, sur le terrain. Donc, aujourd'hui, je dis que le président sortant est favori jusqu'à ce que nous voyons ce qui va se faire dans les urnes. Mais si nous considérons un Jean-Pierre Fabre et puis un certain Agbéomé Kodjo, j'ai comme l'impression que les 2 se disputent la seconde place pour se positionner. Et Jean-Pierre Fabre est dans son rôle de conserver sa seconde place et monsieur l'ancien Premier ministre veut essayer de boulonner un certain Jean-Pierre Fabre à son éternel poste de 2e meilleur. Donc voilà le schéma qu'on vit sur le terrain. Et aujourd'hui, donc, on a vu que certes, les 7 candidats se sont impliqués dans la campagne. Donc, ils ont cette volonté-là. Ce qui m'a aussi sidéré, c'est la campagne de 2 autres. Quand nous voyons la campagne de Ladi, c'est une campagne qui est bien menée. Et quand nous voyons également l'audace
du professeur Oulou, je l'apprécie également parce que il ne s'est pas dit qu'il est faible de nature, bien qu'il part comme un affaibli, mais il a des choses à vendre. Il a des choses à vendre. Peut-être que il est en train de se préparer comme Dr Kwessan pour 2025 ou bien 2030, mais c'est déjà bien parti pour ces messieurs. Donc nous dirons que le professeur Goguet, qui a déjà plus de 73 ans ou bien 73 ans, donc il est en train de jouer ça, disons, ces dernières cartes, mais la relève est assurée. Mais le jeu démocratique, c'est à travers les élections. Ce n'est pas le patronyme, ce n'est pas l'affiliation. Donc il faut qu'on dépasse ce stade de réflexion. Il faut aller faire le maillage politique du territoire pour être présent là où il faut être présent et ne pas sortir de ces élections au soir du 22 et aller déjà dire qu'on les a volés, qu'ils ont gagné alors qu'ils ont proprement perdu. Alors, oui, réagissez d'abord. Oui, je pense que quand on me dit de laisser une question de filiation, c'est ça le problème. Le problème du Togolais, c'est justement cette question-là. Qu'on ne peut pas avoir le Togo dirigé par... Quand on parle du Togolais, vous parlez de qui? Je parle de tout le monde, pratiquement. Non, moi ça ne me pose pas de problème, hein, c'est dit, moi, que le président s'appelle Gnassingbé, moi j'ai pas de problème avec ça. C'est pas la majorité, quand même. Justement, c'est pour ça que j'avais dit qui. Même quand vous rentrez dans le Parti unique, il y a des gens qui contestent ça, mais qui ne peuvent pas le dire. Donc c'est vous dire qu'en réalité, le problème est là, et le problème est existentiel. Maintenant, au-delà de cette question d'existence de ce problème, il y a une question de gouvernance. Vous voyez la route de Ségbé? Tu as une fois implanté la route là? Bien sûr. C'est une route internationale qui est implantée par les routes du Niger, les gros porteurs du Nigeria, la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana. N'en parlons même pas de ceux-là qui sont à proximité, du Bénin. Mais c'est une route qui fait tomber les véhicules à tout moment et avec des grands marchandises. Le dimanche, entre 14h et 16h, vous allez voir un cordon de titans, au moins de 12 titans, qui passent très souvent. Mais ça fait rentrer l'économie, de l'argent dans l'économie. Pourtant, il y a ce contournement-là qu'on a fait à Ngopé. Les gens n'aiment pas parce que c'est plus proche. À dire, on prend ici pour aller à Accra. Moi-même pour aller à Accra, c'est là-bas. Donc pourquoi on ne peut pas faire cette route-là? Ça, c'est juste à Lomé. Mais vous voyez, c'est comme si vous voulez voir le verre à moitié plein. Il est aussi à moitié vide, il est aussi à moitié plein. Parce qu'il y a toutes ces voies que vous n'avez pas citées, hein, qui ont été revues. Non, je vais en venir. Je vais en venir. Mais ça aussi, ça donne l'impression que Lomé a deux visages. Quand vous voyez la partie ouest de Lomé jusqu'à Palimé, là où il y a plusieurs marchés, Mwepre, Asaon, Aïdogomé, rien n'est construit comme route là-bas. Mais quand vous verrez vers la gauche, j'ai comme l'impression que nous sommes dans une capitale où on privilégie un grand quartier contre d'autres. Quand vous voyez Agoué, tout ce que vous allez entendre, maison de quoi, c'est Agoué. Tout c'est Agoué. Finalement, c'est Agoué seul qui résume Lomé. Non. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, il y a une décatastrophe, c'est-à-dire il y a un problème de gouvernance dans ce pays. Les gens ont faim, les gens sont dans la misère dans ce pays. Et Faure Gnassingbé avait dit qu'il était dans un mandat social avant que ce mandat-là ne boucle. Mais c'est le moment de ce mandat où le TR a choisi de fermer beaucoup de portes, beaucoup de boutiques. Il y a une entreprise, je vais donner cet exemple-là. 70 personnes travaillent dans cette entreprise d'audit. On a fermé, le monsieur est mort un mois après. Parce qu'il a eu une crise après la fermeture. C'était à 800. Et il y a tellement de choses que... Mais on ne peut pas me dire que nous sommes dans un mandat social et que les gens n'arrivent pas plus à manger, même 2 fois dans la journée. Je pense que le candidat Faure Gnassingbé lui-même, il le dit. Il vient vendre quoi encore? Il dit qu'en toute humilité, il reconnaît que tout n'a pas été parfait, qu'il va améliorer des choses. Mais on va laisser Credo réagir d'abord. Credo. Non, mais moi, je dirais, Faure Gnassingbé, c'est vrai, il a fait 15 ans au pouvoir, mais il n'est pas venu avec une baguette magique parce qu'il doit faire les choses. Quand mon cher ami donne l'exemple d'Agoué, il y a 10 ans, nous avons vu ce que Agoué est. Agoué était plutôt. Et les mêmes propos-là vont valoir aujourd'hui. Parce que nous avons critiqué cela, nous avons décrié cela, et cela a été fait. Je souhaite que la route qui mène à la frontière de Ségbé, les autorités togolaises en sont vraiment conscients. Mais les priorités sont tellement à une échelle de valeur qu'on ne peut pas tout embrasser en 5 ans. Donc il faut aller par marche d'escalier. Maintenant, c'est bien de critiquer. C'est là où moi je parle de critiques positives pour que ceux qui ont déjà dirigé et qui espèrent encore diriger prennent en considération les critiques qui sont formulées et essaient, si on leur donne encore cette chance de remplir, qu'ils essaient de colmater les brèches là où
truc là. Maintenant, mais s'il vous plaît, je ne voudrais pas m'attarder sur la question de l'affiliation. C'est un faux débat. C'est un faux débat parce que le jeu démocratique se joue dans les urnes. Si nos partis politiques sont bien outillés, si nos partis politiques sont bien déployés, lorsqu'ils ont le maillage du territoire, lorsqu'ils contrôlent, ils sont à tous les postes de contrôle, je ne pense pas qu'ils puissent crier au lendemain qu'on les a volés. Mais lorsque ils sont campés seulement dans Lomé, ils sont campés sur le boulevard Descons, ou bien ils sont campés sur le boulevard du Mono, ils n'aiment pas aller à l'intérieur du pays. À quel moment ils vont aller ressasser les besoins de ces milieux pour essayer d'apporter des apports de solutions. Lorsqu'on veut construire un pays, ce n'est pas uniquement lorsqu'on est au pouvoir qu'on doit le faire, mais il faut développer également des attitudes qui puissent rassurer. Je n'ai pas encore terminé. Moi aussi, je voudrais intervenir à la fin. Non, je n'ai pas encore terminé. Non, mais moi, ce que je on va pas faire dérailler l'avion. On va pas faire dérailler l'avion. Ils ont ressenti les mêmes choses depuis 15 ans. Oui. Et les gens ont toujours fait. Samuel, les gens ont toujours fait. Ils ont fait 15 ans. Laissez-les. L'autre aussi, d'autres personnes aussi expérimentées. Credo, terminez, chutez rapidement. Même si c'est au sein d'Uni, ils n'ont pas laissé d'autres personnes expérimenter le pouvoir. Je n'ai pas la prétention. C'est ça le problème. Je n'ai pas la prétention. Mais c'est la même personne qui est là. On a l'impression que les gens ont peur de laisser ta posture. Ils ont peur que ça tombe. Les membres d'UNIR, en faisant confiance à un leader, à leur président, c'est un choix. Merci. C'est un choix qu'ils ont fait. Ce n'est pas un faux problème. Les gens sont allés faire des promesses. Merci Ambroise. J'ai été très content de ce débat. Et que nous puissions accomplir notre devoir.